Bonjour, c'est le temps d'une bière. Aujourd'hui, on va parler de Montréal. On va parler de Montréal avec Joël Beauchamp-Monfette, qui est un spécialiste de l'histoire de Montréal et qui anime d'ailleurs une émission assez inusitée qui dit que tous les chemins mènent à Montréal. Absolument tout. Et il va nous expliquer comment c'est vrai, je suppose, durant cet épisode. Joël, je suis vraiment content que tu sois avec nous. J'aime beaucoup ton show, j'aime beaucoup ton balado. Je trouve que c'est bien expliqué, c'est très bien vulgarisé. Manifestement, il y a beaucoup de travail derrière ça. Et puis, c'est ça, je voulais te parler de Montréal. Parce que moi, je m'intéresse à l'histoire de la bière, puis je sais que l'histoire de la bière, ça passe par Montréal, entre autres, mais ça serait peut-être un petit peu trop hâtif de commencer directement à parler de bière. Fait qu'il y a une chose que je voulais te demander. Et J'écoute. c'est une question bien simple. Pourquoi Montréal? Question bien simple, t'as dit, hein? Je pense. OK, C'est une question de OK. peu de mots, mais à On l'envergure assez commence ça, grande. on commence ça bien. Pourquoi Montréal? C'est parce que Montréal, c'est beau. Montréal, c'est le fun. Montréal, c'est Mhm. intéressant. Puis à mon sens, Montréal, c'est particulièrement dynamique. On a de la bonne bière, d'ailleurs, hein? Ouais, ça me fait penser, on va saluer nos bénéfacteurs, c'est pas un mot ça, nos, nos facilitateurs, voilà, d'aujourd'hui qui sont la microbrasserie de la Dérive. Ils sont à la pointe de Gatineau, sur la rue Jacques-Cartier, et ils nous ont offert aujourd'hui une dans mon gosier, et pour toi, une, Une Boathouse numéro 2. voilà, allez les voir, ils sont bien gentils. Et puis, santé. Santé. Ouais. Donc, Donc, oui, j'ai commencé ça parce que je me suis dit que Montréal, c'est une plaque tournante. C'est vraiment, mhm, depuis des temps immémoriaux, avant même l'arrivée des Européens, c'est un endroit qui est à convergence de tous les chemins. D'où le tous les chemins mènent à Montréal ouais, ouais, ouais. de l'émission. C'est bien plus qu'une publicité, là. En réalité, c'est le cas. Je pense que oui, puis tu sais, c'est le point de convergence encore aujourd'hui de toutes les cultures, Mhm. des groupes linguistiques. C'est le point de convergence avant les Européens, c'est le point de convergence des échanges, c'est le point de convergence du métal, c'est le point de convergence du cuivre, c'est le point de convergence de plein d'autres matériaux comme ça dès les 3000 ou 4000 ans dans le passé. Fait que Montréal a beaucoup d'histoire, là, bien avant l'arrivée des Européens. Ben oui, oui, je pense que c'est important de dire que la fondation de Montréal existe quand même, le Mhm. Montréal européen, mais c'est pas un territoire qui était vide, c'est pas une vallée. La vallée du Saint-Laurent, c'est pas un territoire qui est dépeuplé Mhm. ou qui est dépeuplé peut-être, mais il y a encore une forme d'occupation qui existe depuis au moins 6000 ans. Puis, d'ailleurs, avant l'arrivée des Européens, Montréal, c'est une île, hein, évidemment. Mhm. Et la culture ancestrale autochtone faisait en sorte qu'on se plaçait sur le bord des grandes rivières. Pourquoi les grandes rivières? Parce que il y a beaucoup de poissons. Il y a beaucoup de poissons, il y a beaucoup de courants. Il y a une eau qui est fraîche, une eau qui est saine. Et disons, dans le coin de la Chine en particulier, il y a des traces d'occupation depuis près de 4000 ans. Ah oui, Au OK. Saut-Récollet, qui est du côté de la rivière des Prairies, au nord de Montréal, il y a des traces d'occupation depuis près de 6000 ans. Mhm. Et avant ça, il n'y en a pas vraiment, mais c'est parce que Montréal est sous quelques mètres ou kilomètres d'eau ou de glace, dépendamment des années. Ouais, ouais, ouais. Et puis, ben, moi, ça me fait penser, en fait, à l'habitation de Québec. Je parle pas de l'habitation des Français, mais je parle de l'occupation par différents peuples de la ville de Québec, qu'on appelait Stadaconé, qui était un lieu de rencontre. Il y avait la rivière qui très 16, qui était la signification de Québec, et puis à différents moments de l'année, plusieurs personnes allaient se rencontrer là-bas. C'était comme une espèce de lieu de rassemblement. Mhm. Jusqu'à à peu près l'an de notre ère, de Jésus-Christ. Moi, j'appelle Euh, ça l'an de GC, L'an la de période GC, donc. GC. Donc, jusqu'à peu près à 1200 de GC, On va y aller comme ça. c'est la façon de vivre des cultures autochtones, c'est à l'été, on s'installe au point de convergence des grandes rivières. Donc, on s'installe plusieurs groupes, des fois plusieurs nations, au même Mhm. endroit. Et là, on passe l'été, la période d'abondance. On passe l'été à partager, à s'amuser, à pêcher, tout ça. Et quand l'hiver arrive, l'automne, on s'éloigne. On s'en va vers l'intérieur des terres. On remonte les rivières parce que des plus petits groupes vont être capables de mieux survivre à l'hiver. Hmm. Et donc, il y a une espèce de cycle des voyages saisonniers que les groupes autochtones font à chaque année. Et puis, il y a un côté diplomatique à ça, parce que comme tu le dis, durant l'hiver, c'est un peu plus chacun pour soi.
Et durant l'été, on se retrouve avec d'autres groupes, avec des gens de différentes familles, des fois de différentes nations aussi, hein, parce qu'il y a Mhm. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'alliances. Oui, puis ça, c'est quelque chose que les gens savent pas souvent. C'est que il y a déjà des réseaux d'alliances qui existent. On a souvent Mhm. tendance à penser, bon, Champlain arrive, euh, il fait une alliance avec un groupe, il se bat contre un autre groupe, et paf, on a créé les réseaux d'alliances en Ouais, Amérique du ouais. Nord. Et pouf, voici la guerre froide C'est ça. des Amériques du Oui. Nord. Mais en fait, les réseaux d'alliances existent déjà. Les Ouais. Français, réellement, s'insèrent dans un réseau d'alliances existant. Mhm. Champlain, on sait qu'en 1603, il fait une alliance avec les Inuits, les Wendat et les Anishinaabe. Mhm. Mais eux sont déjà les ennemis depuis près de 100 à 200 ans, dépendamment des groupes, des Haudenosaunee. Les Haudenosaunee, pour la simplicité, c'est le nom qu'on connaît maintenant aux Iroquois. OK. Quand on était jeune, on a appris Algonquin, Iroquois. Oui. Maintenant, on préfère utiliser les noms que eux-mêmes se donnent. Donc, les Anishinaabe pour les Ouais. Algonquins et les Haudenosaunee pour les Iroquois. Et il y a même eu une rivière importante qui menait jusqu'au lac Champlain, je pense. Je pense que j'ai appris ça dans ton podcast, qui avait justement ce nom-là. Pendant un moment, on a donné ce nom-là à la rivière parce que c'est eux qui avaient réussi à occuper le territoire. Oui, ben, les Haudenosaunee, c'est les 5 nations Mhm. iroquoises ou les 5 nations Haudenosaunee. Ils résidaient entre le lac Champlain et le lac Ontario à peu près. Mhm. Donc, il y avait 5 nations qui étaient alliées sous une forme de confédération. Ouais. Et eux utilisaient la rivière aujourd'hui qu'on connaît comme la rivière Richelieu pour aller dans la vallée du Saint-Laurent et Mhm. aller faire des échanges, aller faire des guerres aussi, évidemment. Il y a des guerres de conquête, des fois des guerres de prise de captifs, surtout après l'arrivée des Autochtones, pas des Autochtones, des Européens. Des Autochtones d'un autre continent? Oui, c'est ça. Ouais, on pourrait dire ça. Mais après l'arrivée des Européens, il y a évidemment un choc bactériologique, hein. Ouais. Les Autochtones se mettent à périr en masse. Et Mhm. quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est que on associe cette période-là aux guerres de deuil. Ah. Les guerres de deuil étant, chez les Autochtones, il n'y a pas la même notion d'ethnicité à l'européenne, dans le Mhm. sens que mon sang représente ma nation. Ça n'existe pas comme ça. C'est un groupe civil, c'est un groupe d'alliance. Et donc, quand il y a des décès, on s'en va faire une guerre rituelle, une guerre de captifs. On s'en va prendre dans un autre village, des captifs. Et maintenant, ben, moi j'avais perdu mon fils, j'ai maintenant un nouveau fils. Et il est intégré au groupe comme s'il avait toujours fait partie du groupe. Je trouve ça assez étrange comme concept, l'idée d'une guerre qui soit rituelle. L'idée qu'une guerre résout le problème d'un décès par le remplacement des gens plutôt que par d'autres choses. Ça me Oui, semble assez inusité, on dirait, dans l'histoire, mais il y a peut-être d'autres cas ailleurs. ah, certainement, mais quand on parle de guerre rituelle, tu vois, tu dis, ah, guerre rituelle, ça a l'air particulier, mais au final, les guerres de l'Europe moderne à la Mhm. Napoléon et tout ça, c'est des guerres extrêmement rituelles, hein. Mm. On avance 2 lignes de front, Ouais. on prend les fusils, on attend un certain son, on tire une salve, on se penche, les autres, c'est très, Ouais. très Il y a quelqu'un rituel. qui joue du tambour, il y a quelqu'un Exact. qui joue de la trompette, chacun a son rôle. Puis il y a un côté démonstratif à ça aussi, hein. Mhm. Ouais, c'est vrai. Il faut pas sous-estimer la puissance de la logique de tout un chacun. Et la guerre de deuil, c'est une des raisons principales pourquoi on pense que les Hochelagiens, Hochelaga, Montréal, pourquoi ils sont disparus. C'est une des raisons principales. Mhm. Parce que, bon, juste pour placer là, un peu le contexte. Je crois comprendre que Hochelaga est à Montréal. Oui, c'est ça. Le, On va le- commencer par ça. le contexte géopolitique à l'arrivée des Autochtones. Là, tu me dis des mots que j'aime. Il y a 3 grandes confédérations autochtones autour de la vallée du Saint-Laurent. Il y a les Iroquois du Saint-Laurent. Ça, c'est Stadacone que tu as nommé. C'est Hochelaga. Et c'est toute la vallée du Saint-Laurent, il y en a. Sont divisés en 9 ou 10 groupes, dépendamment des chercheurs. Mhm. Il y a aussi les Wendat, qu'on connaissait sous le nom des Hurons, autour de la baie géorgienne, la Kyrie. Mhm. Et il y a les Haudenosaunee, les 5 nations au sud. Et là, possiblement, parce qu'il y a tellement de décès à cause des échanges avec les Européens, ben, tout d'un coup, on voit, ben, en fait, tout d'un coup,
Le dernier voyage qu'il y a à Hochelaga, à Montréal, par un Européen avant ça, c'est en 1541. OK. Après ça, on revient juste dans les années 1580. Donc, 40 ans. Mhm. Et tout d'un coup, il n'y a plus personne. Dépeuplement complet. Dépeuplement complet, de présence permanente en tout cas. Et là, ça a été un énorme mystère. Qu'est-ce qui est arrivé de Hochelaga? Ben oui. Hein? Parce que c'était un immense village. En fait, certains chercheurs vont jusqu'à penser que c'était un peu comme la capitale, en gros guillemets, de la Confédération des Iroquois du Saint-Laurent. Donc, tous les villages entre le Cap Tourmente et Kingston étaient un peu sous l'autorité assez légère de Hochelaga. C'est ce qu'on pense. Fait qu'on a des théories, on n'a aucune certitude, mais on a une certaine idée que Montréal, ou en tout cas Hochelaga, était le grand centre de la Confédération. Puis, en dedans une couple d'années, ben, plutôt une bonne couple de dizaines d'années, Quarantaine. c'est bon, ça fait une bonne, ça fait une bonne période. Et là, il reste plus rien. Est-ce qu'on a des théories? Est-ce qu'on pense que ces gens-là se seraient retrouvés plus au sud, qui seraient allés Ben, plutôt vers l'ouest? Ben, une des choses qu'il a fallu que les historiens replacent, c'est qu'on parle pas d'une disparition. On peut pas vraiment parler d'une disparition parce que Mhm, ça impliquerait une extermination, un génocide ou quelque chose comme ça. mhm. On peut pas parler de ça. On parle d'une dispersion. C'est-à-dire que, comme je disais, il y a des guerres de captifs. Donc, s'il y a une attaque, par exemple, je sais pas, les Wendat attaquent Hochelaga. Ils prennent les captifs. Ceux qui restent sont plus assez nombreux pour entretenir le village. Ils se dispersent et s'en vont dans d'autres nations pour avoir un endroit où se protéger. Et d'ailleurs, on retrouve des traces de poterie typiques des Iroquois du Saint-Laurent. On en retrouve chez les Haudenosaunee, on en retrouve chez les Anishinaabe, le long de la rivière des Outaouais, on en retrouve chez les Wendat. Donc, c'est un peu les trois, je veux dire suspects, mais évidemment, il y a des guillemets associés à ça, mais ce serait un peu les trois suspects de la disparition des Hochelaguiens. Et puis, tu me parlais du voyage de Cartier, je pense, qui revient après 40 ans. Lui, il constate qu'il reste à peu près personne. En tout cas, personne qui vit là de façon permanente, apparemment. Qu'est-ce qui le pousse à aller à Montréal? Qu'est-ce qui fait qu'il descend depuis Québec, je pense, depuis la ville de Québec, pour aller là-bas? Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qui motive Cartier? Mhm. Premièrement, c'est pas Cartier qui revient. Ah non? C'est son neveu Jacques-Noël. OK. Je crois que c'est en 1580, là, mais citez-moi pas. Vous avez compris? On le Oui, sait c'est pas. ça. Mais bon, au retour, ben, on constate ça. Mais qu'est-ce qui amène les gens là? Mhm. La rivière du Saint-Laurent. La rivière du Saint-Laurent ou le fleuve du Saint-Laurent, dépendamment d'à qui on parle, permet d'aller très loin dans les terres. Hein, parce qu'il n'y a aucune autre rivière qui va aussi loin est-ouest. Ouais. De la rivière de Québec, on peut atteindre par bateau le lac supérieur, on peut atteindre par bateau la Nouvelle-Orléans, on Ouais. peut atteindre par bateau presque Denver. En fait, je pense qu'on peut atteindre Denver. On peut aller extrêmement loin par ce bassin-là. C'est la voie d'entrée vers l'intérieur du continent. C'est C'est ça. l'autoroute vers l'Amérique. Aujourd'hui, c'est facile à oublier parce qu'on a littéralement des autoroutes, mais Oui, dans le temps, celui qui contrôle la vallée Laurentienne contrôle vraiment beaucoup de choses. oui. Puis, mais on peut se dire, ben, dans ce cas-là, pourquoi pas plus haut que Montréal? Hein? Pourquoi pas Ottawa? Mhm. Pourquoi pas Toronto? Pourquoi pas ailleurs? Mais c'est qu'à Montréal, il y a les rapides de la Chine. C'est des immenses rapides. Le courant est très, très fort. C'est très difficile de passer. Mhm. C'est ce qu'on appelle un point de chute. Non, c'est pas un point de chute. En tout cas, j'ai oublié le nom, mais il y a un nom pour ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est comme une défense naturelle? Ben, une défense naturelle, oui, ça pourrait être une défense naturelle, mais c'est surtout pour les communications. Ah. C'est-à-dire qu'on arrive de l'Atlantique, Mhm. on s'en va à Québec, là où le fleuve rétrécit, et là, on peut continuer. On peut continuer jusqu'à Trois-Rivières, on peut continuer jusqu'à Montréal, et là, on est bloqué. On est obligé de changer de mode de transport parce qu'on ne peut pas remonter les rapides de la Chine. Ah, ok, c'est ça qui se passe. Donc, où est-ce qu'on arrête? À Montréal. Ouais. C'est le dernier endroit. Un peu comme, je sais pas, si je voulais remonter la rivière des Outaouais, on est près de Gatineau, Hull, tout ça. Ben à Hull, il y a un immense barrage. Ouais. Donc, pourquoi est-ce que Ottawa, Hull, Gatineau, pourquoi de si grandes villes sont là, Mhm. au pied de ces rapides-là? Ouais. C'est l'endroit où est-ce qu'on peut aller.
Fait qu'il y a quelque chose à Montréal qui en fait une espèce de frontière naturelle au niveau de la Mhm. navigation. Oui, puis pas juste ça. Tantôt, tu parlais de la rivière des Iroquois qu'on connaît à ce moment-là, qui est Mhm. maintenant la rivière Richelieu. Ouais. Il y a aussi la rivière des Outaouais et le fleuve Saint-Laurent. Les trois arrivent à peu près devant Montréal. Donc, c'est un croisement de toutes les routes, de toutes les grandes routes navigables naturelles. Et si je suis ta logique, je crois comprendre que ça fait de Montréal un lieu d'échange et de commerce naturel. Absolument. Surtout si on se déplace, comme tu le disais, sur les autoroutes du moment, Mhm. c'est-à-dire en canot. Ouais. Surtout que la culture algonquienne, les Anishinaabe et beaucoup d'autres, sont les inventeurs du canot. Ah, OK, eux? OK. Oui, le canot en Écorce, c'est une invention de la grande famille linguistique algonquienne. Et donc, on se déplace sur les rivières Mhm. et on ramène des fourrures. Parce Ouais. que l'hiver, on s'en va. Et ça, c'est quelque chose qui est très drôle qu'on pense à tort à propos des fourrures. On se dit, Mhm. ben, on veut des belles fourrures neuves, fraîches et tout ça. Ouais. Ça vaut presque rien. Écoute, j'ai lu dans le dictionnaire l'autre jour, ou peut-être sur un blog sur Internet, les origines étymologiques de l'expression enfiroiper. En fait, je pense que j'étais juste sur Wikipédia, et puis il y a une des théories qui veut dire in fur wrap, ce qui veut dire que parce que il faut mettre ça en contexte. Dans le temps, on vendait les fourrures au poids. Et puis, ils étaient payés et achetés au poids. Fait que ce que les marchands faisaient, de toute nationalité, c'est qu'ils mettaient des roches au cœur des fourrures, puis le poids augmentait, donc le prix augmentait. In fur wrap, enfiroiper, Hmm. se faire enfourroiper. Puis, il y avait deux, trois autres explications là, que j'ai oubliées, mais tu sais, je me disais, il doit avoir eu beaucoup de magouilles autour de Ah, ça, les fourrures. c'est sûr, sûr, sûr. Mais ce qui est drôle, c'est que les fourrures qui ont aucune valeur pour les Autochtones, c'est celles qui ont Mhm. le plus de valeur pour les Européens. Ouais. Fait que C'est un peu un win-win. Parce que dans le fond, ouais. les Autochtones, eux, portent la fourrure à l'envers des Européens. C'est-à-dire les poils vers l'intérieur. Ça garde beaucoup plus au chaud. Fait que là, pendant tout un hiver, il n'y a pas personne qui se lave. Il y a les huiles de peau qui se greffent sur les poils des fourrures. Et ça fait des fourrures extrêmement luxueuses, lustrées pour les Européens. Pour les Autochtones, c'est rien. Fait qu'eux sont morts de rire, dans le fond. En tout cas, au début, là, pas, Oui, oui, ben oui. pas, Ben, ils sont morts de pas tout rire, le long. sauf pour les maladies et tout Oui, ça. c'est Mais ça. en termes d'échange, au début, Ouais. pour eux, les Européens veulent ce qu'eux veulent se débarrasser. Ils ont aucun usage Ouais, pour ouais, ouais. une fourrure qui a déjà passé un hiver. Ouais, ben, j'avais déjà lu, justement, que souvent, c'était des pots qui avaient déjà été usés, qui avaient déjà été utilisés, puis dont on voulait plus. Puis à un Mhm. moment donné, ça a dû changer parce que le commerce des fourrures a pris des proportions absolument gigantesques. Oui, oui, c'est sûr, c'est certain. Mm. Mais ben, je veux pas dépasser trop loin, mais euh, à ce moment-là, Montréal n'est plus la plaque tournante des fourrures. OK. Parce que les Hollandais, puis après ça, les Anglais, qui étaient installés à ce qui est maintenant Albanie, offraient un bien meilleur prix. C'est vrai, ça, c'est un petit chapitre oublié de l'histoire. Les Hollandais s'installent à Albanie. Ils en font, j'imagine, une petite habitation au sens de la Mhm. Nouvelle-France, là. Un poste de fourrure avec une petite colonie, des gens qui habitent là dans le coin. Et puis, ça met un peu la zizanie dans les relations entre différents groupes autochtones, puis les Français et les Anglais, parce que là, les Hollandais sont capables de faire affaire directement avec certains groupes d'Autochtones que les Français veulent avoir comme alliés, et puis là, bon, ça Oui, met tout à l'envers. oui, puis ce qui est très drôle de ça, ben non, c'est vraiment pas drôle en fait. Très mauvaise expression, couper ça au montage. Mais Je pourrais dire ce qui est intéressant. ce qui est intéressant, c'est que la présence des Hollandais à Albanie est Mhm. une autre des grandes causes avancées pour la disparition d'Hochelaga, donc Ah du oui, ok. Montréal autochtone. Parce que les Français refusent obstinément de vendre des armes aux Autochtones alliés. Hmm. Les Hollandais ont pas du tout les mêmes standards. Et donc, eux vendent des armes à leurs alliés. Et évidemment, les alliés des Hollandais sont les ennemis des alliés des Français. Ben oui, évidemment. Et c'est une des raisons pourquoi, je dis la disparition des Hochelaguiens, mais la disparition des Iroquois du Saint-Laurent et des autres nations autour. Les Mhm. Wendat vont être aussi dispersés, exactement comme les Hochelaguiens, OK. directement après qu'Albanie soit devenu un poste important. Et après ça, il y a d'autres groupes comme les Neutres, les Pétuns, et toute la région des Grands Lacs, toutes les Mhm. grandes nations iroquoiennes autour des Grands Lacs
commence à se faire disperser autour de 1650. Donc, dirais-tu qu'il y a un lien direct entre une forme de course aux armements qui commence avec des postes de traite qui commencent à échanger des fourrures pour des armes, et puis la dispersion de beaucoup de grands groupes? 100%. 100%, c'est parce que c'est très européanocentrique. Oui, européanocentrique, je pense que c'est le bon mot, de croire qu'on arrive avec nos armes et qu'on est les seuls à vouloir conquérir le continent. Mhm. Mais les groupes de langue iroquoienne, et les Haudenosaunee en particulier, sont très impérialistes aussi. Ils ont leur propre impérialisme. En fait, la disparition que je parlais, la dispersion des Wendat, c'est seulement 6 ans après la fondation de Montréal. Et Montréal perd ses principaux alliés. Ah oui, OK. Et à ce moment-là, les Haudenosaunee, les 5 nations, disent aux Français, venez sous notre grand arbre de la paix. On va vous protéger, Sous vous, notre Montréalais. protection, dans le fond. C'est des choses C'est ça. qu'on a déjà entendues sous bien des empires. Exact. Et donc, à ce moment-là, les Français ont extrêmement peur. Et les Haudenosaunee sont convaincus que les Français vont juste faire partie de la Confédération Haudenosaunee éventuellement. Oui. Parce qu'au début du Montréal européen, ça va vraiment pas bien. Mais parle-moi justement, rappelle-moi, en quelle année Montréal est fondé? 1642. 1642. Le Montréal européen, évidemment. Et ça, si je me souviens bien, 1642, ça se passe au cœur de la contre-réforme catholique en Europe. Oui. Et puis ça se passe, j'essaie de me rappeler un peu du contexte pour bien enligner la conversation, et ça se passe à un moment de reconfiguration des relations, en fait de la grande géopolitique autochtone, si on veut, dans le coin de Montréal. Il y a eu la grande dispersion. On ne pourra pas dire la grande disparition parce que c'est pas ça. Il y a la grande dispersion. Il y a un groupe extrêmement puissant dont l'alliance, ou en tout cas le travail avec la Hollande, cause beaucoup de soucis avec la France puis l'Angleterre. Puis il y a Montréal qui est quand même loin de la France, mais qui est aussi pas la porte à côté de Québec, si on veut. Comment Montréal interagit dans cet environnement géopolitique assez complexe avec des puissances qui parlent un milliard de langues différentes? Ben, quand je disais tous les chemins mènent à Montréal, c'est exactement ça. Ouais. Montréal est une plaque tournante parce que Montréal, à ce moment-là, est à l'extrémité de l'univers français. Là. Juste remonter de Québec jusqu'à Montréal, on parle de plusieurs jours, sinon quelques semaines des fois. Et même, il y a des bateaux qui vont être pris au rapide Sainte-Marie, qui est aux environs du pont Jacques-Cartier, et qui vont être pris là pendant des jours, sinon des semaines, tout près de Montréal. Mais à ce moment-là, évidemment, c'est pas encore Montréal, ça, à cet endroit-là. Et donc, aller à Québec, c'est très facile. Aller à Montréal, ça commence à devenir difficile. Donc, Montréal est pris un peu dans cette culture-là. C'est-à-dire que les personnes qui vivent à Montréal, comme tu l'as dit, sont très épris de la contre-réforme. La contre-réforme, juste pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, c'est le moment où on répond au protestantisme en renouvelant le catholicisme 2 fois plus fort. Oh, ouais, c'est catholicisme 2.0, puis je dirais même back with a vengeance. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a un côté impérialiste au projet, il y a un côté règlement de compte, si on veut. Ben, la fondation de Montréal se fait dans ce but-là. Oui? Oui, ben c'est un groupe, on pourrait dire aujourd'hui d'illuminés, français assez puissants, qui se réunissent à France, à Paris. Est-ce qu'ils sont dans un sous-sol, puis est-ce qu'ils portent des capes? Est-ce qu'on doit s'inquiéter? À quel point est-ce que c'est grave? Paul Cheminé de Maisonneuve portait définitivement une cape. C'est bon. Ça, c'est... Ben, je sais pas si c'est bon, en fait, mais maintenant, je le sais. Mais oui, dans le fond, ils se réunissent et ils disent, ils décident de fonder Montréal. Et ils fondent la Société Notre-Dame de Montréal pour la conversion des sauvages. Quelque chose comme ça. Mon Dieu que c'est triste comme nom. Oui. Et ça, c'est une société privée? C'est-tu une compagnie? Oui, c'est une société privée, absolument. Et elle est la propriété d'un homme qui est celui que tu viens de nommer. C'est une compagnie par action. C'est un regroupement de personnes intéressées parce que la contre-réforme veut qu'on s'implique personnellement et monétairement pour diffuser le catholicisme partout sur Terre. Autrement dit, ça devient une entreprise. Ça devient une entreprise de conversion au catholicisme. Et donc, on regarde autour et on se dit, il y a beaucoup, beaucoup d'Autochtones en Amérique parce que c'est plusieurs millions d'Autochtones juste en Amérique du Nord. À l'arrivée des Français, on a tendance à penser, il y a quelques Autochtones. Non, il y en a. Les estimés vont jusqu'à 60 millions d'Autochtones en Amérique du Nord et du Sud.
Mais là, tu as introduit des termes de commerce dans toute cette question-là. Et puis, je me demande, les actionnaires de cette compagnie, est-ce qu'ils se disent, on a un marché comment je peux dire ça? Il y a tout un Ouais. marché pour nous. Est-ce que c'est ça qu'ils se disent? Est-ce qu'ils voient l'appât du gain comme si c'était directement un profit? Ben, dans les écrits historiques, ils vont dire que non. Ils vont dire que c'est Mhm. purement et simplement pour sauver des âmes. Mhm. Évidemment, il y a certains historiens économistes aujourd'hui qui vont lire un peu cyniquement, Ouais. mais peut-être avec raison que c'est pas ce qu'ils veulent réellement faire. Mais en même temps, je me permets de croire qu'il y a vraiment une volonté réelle d'aider. C'est Mhm. sûr que c'est extrêmement paternaliste, puis ça apporte pas beaucoup d'aide, mais la volonté est là. C'est mal fait, mais la volonté est là. On Mhm. croit réellement qu'on peut aider les Autochtones en les francisant, en les catholicisant. Mais ça, c'est le problème des idées. Dans toute idée, il y a le risque d'une idéologie. Dans toute Exact. croyance, il y a le risque d'un abus. Dans toute pratique, même, Mhm. il y a le risque d'un excès. Et- Puis, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont carrément abusé de leur pouvoir. Je veux dire, Mhm. l'histoire est pleine de ces preuves-là. Puis donc, quand on fonde Montréal, Mhm. en 1642, il y a deux cofondateurs, Jeanne Mance et Paul Chomédé de Maisonneuve. Deux noms qu'on... S'il y a des gens qui nous écoutent qui viennent de Montréal, c'est des noms que vous voyez partout. Ah ben C'est attends, partout. là, on a un petit boulevard Maisonneuve ici à Gatineau. C'est pas surprenant. C'est un gros nom. Mais c'est ça. Et là, pendant quelques années, il arrive avec une cinquantaine de colons. Mais 50 colons, alors que les Haudenosaunee sont capables d'avoir près de 400 guerriers armés sur les portes de Montréal en dedans d'une semaine. Ouais, je comprends. Fait que C'est très épeurant. côté géographie, côté distance, ça veut dire en un clin d'œil. Et puis la France n'a pas vraiment le temps de répondre à ça. Non, surtout que les communications sont coupées pendant quelque chose comme 8 à 9 mois par année. Il reste pas beaucoup de temps pour avoir des renforts, si renforts il y a lieu. Ouais. Mais c'est surtout que ça coûte très cher. Hein, on a dit que c'est une compagnie privée. Le roi n'est pas du tout impliqué là-dedans avant 1663. OK, ça prend un bail. Oui, et Montréal va très très mal dans les 10 premières années parce qu'on se rend compte que, grosse surprise, les Autochtones alliés n'ont pas le goût de s'approcher de leurs ennemis jurés pour venir se convertir à une religion. Et les ennemis jurés sont près de Montréal. Mais c'est ça. C'est pas ironiquement ce qui a attiré les Français à Montréal, le fait d'être aussi Oui. proche de tous ces groupes-là en même temps? Oui, puis cette partie-là du projet est 100% un constat d'échec. 100%. Aucune chance que ça Tu ne fonctionne. marches pas tes mots. Il y a quelque chose comme moins d'une dizaine de conversions dans les 10 premières années de Montréal. OK, fait qu'à l'échelle de la compagnie, des associés, des actionnaires qui voient le marché des armes comme étant une grosse opportunité, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas, ça c'est sûr. Et c'est là que Montréal va un peu se transformer pour devenir un endroit commercial. Mhm, Parce que ça a plus de chances de fonctionner. mhm. Surtout qu'en étant avancé dans les terres, en étant avancé sur le fleuve Saint-Laurent, ben, on est plus proche des fourrures, Mhm. on est plus proche des nations, on est plus proche de nos alliés, on est plus proche de tout le monde. Évidemment, on est plus proche de nos ennemis aussi. Ouais. Mais ça devient un bon endroit commercial, ça c'est sûr. Y a-t-il un moment où est-ce que Montréal, depuis sa fondation, passe d'une crise existentielle perpétuelle à une petite société qui commence à prospérer? Y a-t-il une espèce de moment dans l'histoire où est-ce que le jeu s'inverse puis Montréal commence à vraiment s'affirmer? Ouais. Il y a deux dates qui sont retenues. OK. Il y a 1653. Dans les 2 années avant ça, à tous les mois de l'été, il y a au moins un Montréalais qui meurt par des attaques. OK. Paul Chomédé de Maisonneuve est prêt à abandonner le projet. Tout le monde est prêt à fermer les livres, s'en retourner, il n'y a rien arrivé, c'est pas grave. Mais Jeanne Mance a une alliée en France, Madame de Bullion, qui est très très riche et très très intéressée par la conversion. Et je rappelle-nous un peu, c'est qui Jeanne Mance? Jeanne Mance, c'est la cofondatrice de Montréal. C'est Ok. une religieuse. Ni plus ni moins. Elle va fonder la Société des Hospitalières de Saint-Joseph au Canada. Elle va fonder l'Hôtel-Dieu de Montréal. Elle va fonder une panoplie de choses. C'est de mon humble avis, elle est cofondatrice de Montréal depuis 2012. Avant ça, on ne la considérait pas parce que, bon, c'est une femme. Ah oui, OK, Oui, ben oui. La culture... Ça a pris longtemps avant que la culture historienne évolue. Mais, à mon sens, c'est les mêmes plus importantes que que Paul Chomédé de Maisonneuve.
Parce que c'est elle qui dit à Maisonneuve, il y a de l'argent en France. Mhm. On va faire quelque chose. Allez-y, sauvez Montréal. Et Maisonneuve retourne en France et recrute d'un seul coup presque 100 personnes pour revenir. La population triple Ouais. une fois. C'est ce qu'on appelle la grande recrue. OK. Ça, c'est la première date qu'on apporte pour sauver Montréal. Et est-ce que ces gens-là sont des engagés ou est-ce que ce Oui. sont des colons? Ce sont surtout des engagés, OK. mais certains vont rester. Et surtout, il y a des personnes très notables qui vont rester, comme Marguerite Bourgeois, qui est une personne fondamentale pour Montréal et pour la Nouvelle-France en général. Mhm. Marguerite Bourgeois va fonder la première école pour filles. C'est elle qui va accueillir les filles du roi. C'est elle qui va fonder la première église permanente à Montréal. C'est une personne vraiment fondamentale. Donc, dans la recrue de 1653, Maisonneuve recrute des gens qui vont aider à faire avancer la ville, qui vont aider à la sauver. Et c'est Jeanne qui lui dit, va faire ça, tu vas voir, ça va marcher. Ben, qui lui dit, Ouais. je me souviens plus, mais ça donne quelque chose comme $1 million en dollars d'aujourd'hui. Il y a cet argent-là. T'avais dit 21 000 livres. Ah, bon, ben, mais la conversion en dollars d'aujourd'hui, Ah, ouais. Je me souviens plus du Je chiffre, sais. mais oui. Mais c'est Je ça. te pointais pas pour t'accuser, c'était juste pour te prouver que j'avais écouté ton podcast. Oui, ben, c'est très bien. Allez le faire aussi, hein? Ben oui. Ouais, aimez son podcast, Oui. abonnez-vous, c'est vraiment intéressant. C'est très bien décrit. Merci beaucoup. La deuxième date qui est retenue, Mhm. c'est 1663, donc 10 ans plus tard. 1663, Louis XIV est au pouvoir. Il transforme la colonie en colonie royale. Il nomme un intendant qui va devenir Jean Talon éventuellement, Mhm. un nom très connu aussi. Un gouverneur, il va envoyer des centaines de soldats armés, de soldats le régiment de Carignan-Salière. Oui. Il va envoyer les filles du roi. Les filles du roi, c'est quelque chose comme 800 femmes qui sont envoyées en Nouvelle-France spécifiquement dans le but de se marier, de faire des enfants. Mhm. Et à partir de 1663, Montréal n'est plus en danger. Montréal peut commercer, Montréal peut s'étendre partout sur l'île. Mhm. Dans le sens qu'avant ça, on était dans un petit fort sur ceux qui habitaient à Montréal, la Pointe-à-Calière, si vous connaissez. Il y avait un petit fort. Tout le monde habitait autour de là. On vivait dans la peur et on était prêt à rentrer dans le fort au moindre problème. Mhm. À partir de 1663, on s'étend sur l'île, on s'étend en dehors de l'île. Il y a des villes, des petits villages qui commencent à être fondés autour de Montréal. Mhm. Et là, la colonie n'est plus vraiment en danger. La Nouvelle-France, maintenant, on sait qu'elle va subsister. Mais évidemment, c'est selon la volonté royale. Et c'est Louis XIV qui dit « J'ai une colonie, il est temps qu'on la gère comme il faut. » Sauf que si c'est une volonté royale, ça veut aussi dire que quand des rois sont moins intéressés ou ont moins le temps de s'en occuper, ça retombe vite. Cette protection-là peut disparaître à n'importe quel moment, comme un roi peut disparaître à n'importe quelle guerre. Oui, mais on a au moins la chance que Louis XIV a vécu quelque chose comme 370 ans, mais Oui, c'est vrai. Ben non, soyons honnêtes, là, 1 million d'années. Le sans roi Soleil, exagération. dans le fond, le roi Soleil, on sait que C'est ça ça. veut dire que c'est quelqu'un qui a duré tout un soleil. C'est ça, un soleil, c'est 10 milliards d'années, ça a du C'est ça. sens, ça a du Ouais, sens. ouais. Donc, nous sommes des gens qui connaissons absolument bien la durée du temps. Donc, Montréal passe d'un drôle de projet de rédemption d'âme par une compagnie d'actionnaires de l'au-delà à une cité effervescente qui va effectivement devenir une des grandes plaques tournantes de l'Amérique du Nord, qui reste encore aujourd'hui une destination assez importante côté voyage, côté culture, côté concert, pour toute l'Amérique du Nord. Puis avec toi, on a vu durant ce petit balado les conditions géographiques, les conditions culturelles, les conditions géopolitiques qui ont mené à Montréal. Et puis, on s'est rendu compte que t'as pas tort quand tu dis que tous les chemins mènent à Montréal. Écoute, on est à Gatineau, puis on parle de Montréal. Oh, puis juste pour faire pédant un peu, mais les fondateurs de Gatineau de Hull viennent de Montréal. Bon, il fallait qu'ils le disent! Non, mais c'est parce que jusqu'à ce que la colonie soit sécurisée, il n'est pas question de coloniser au-delà, Oui. en amont de Montréal.
Ouais. Et tout ce qui est la Haute-Montérégie, tout ce qui est le Haut-Richelieu, tout ce qui est le Haut-Saint-Laurent, la rivière du Outaouais, il n'est pas question de coloniser ça. C'est Ouais. impossible, c'est impensable. On ne peut pas défendre. Ben, dis-toi que vous avez donné l'opportunité Ben, vous. Les gens de Montréal de l'époque ont donné l'opportunité à des Américains, en fait, du Vermont, de venir s'installer parce qu'il manquait de terre. Oui, ben, c'est drôle parce que mon sujet de recherche en histoire est sur le début des années 1800. Et c'est à ce moment-là vraiment que ça explose, la colonisation du Haut-Saint-Laurent. Mhm. Et ce qu'on fait, c'est qu'on donne à des gens qui sont des anciens loyalistes américains, Oui. on leur donne une immense quantité de terrain. Hein. James McGill, quand il décède, il y a plusieurs milliers de terrains à donner. Là, dans Ça, son c'est temps. pas l'avocat dans Better Call Saul, c'est un autre gars. C'est As-tu vrai? écouté ça? C'est Ouais, vrai, c'est James oui, ben McGill. oui, ben oui. Ben oui, je viens juste T'as de, ra- je viens t'as juste de raison. cliquer, c'est génial. Non, ben moi, dans le fond, je parlais de James McGill de l'Université McGill. Oui, ben oui. C'est celui qui donne son terrain, son Ouais. nom à l'université. Et ben, à ce moment-là, c'est l'homme le plus riche du Canada, de loin. Ah oui. Et à Montréal, c'est sans équivoque. Il n'y a aucune compétition. Il est impliqué partout. Si tu nommes un poste politique, il l'a. C'est quelque chose de très drôle. Comment qu'on dirait, la quantité de pouvoir que un homme peut avoir à cette époque-là, évidemment. Un homme, pas une femme, un homme peut avoir à cette époque-là. James McGill. Non, ouais, c'est ça. James Oui, McGill. James McGill. Je fais attention là, parce que j'ai l'impression que je vis dans deux univers en même temps. Hey, merci beaucoup pour ta participation. Tout le monde, je vous invite à aimer nos deux podcasts, en fait. Commencez avec lui. Il a fait tout le chemin pour Gatineau. Là. Ça s'appelle Tous les chemins mènent à Montréal. C'est bien expliqué. Ça vous parle de Montréal avec beaucoup de bonne humeur. Et puis, c'est tout ce qu'il vous faut pour mieux comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans cette ville-là, puis surtout, pourquoi cette ville-là. Joël, gros merci. Merci à toi. Bonne soirée. Cheers, à la prochaine.